Bonjour à tous, bienvenue à ce journal télévisé organisé par le laboratoire Organon et Novo Nordisk, qu'on remercie de leur soutien, qui va être concentré sur la prévention cardiovasculaire. Et on a la chance d'avoir deux experts avec nous que vous connaissez bien. Professeur Atul Pathak, qui gère la cardiologie à Monaco et qui va nous faire un topo sur la prévention primaire. Et le professeur Schill, qui travaille à Besançon, qui est coronarographiste et spécialisé en particulier aussi dans la prévention secondaire, qui nous fera un topo plutôt sur cette deuxième partie. Et après, Atul reparlera des traitements de l'obésité. Et puis on aura un temps d'échange avec vous. Vous le ferez en même temps, je pense. Je vais faire dans la pause, ça sera... Tu fais comme tu veux. Allez, ça marche. Allez, ben on commence sans plus attendre parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Allez, à toi, Atul, la parole. Donc, alors pourquoi c'est TV là? Il y a des gens qui nous écoutent en ligne ou... Alors, je pense que ça va être retransmis. D'accord, ok, d'accord. Donc, pour être sûr, faut les regarder. Voilà, pour être sûr que je parle à tout le monde. Donc, effectivement, je vais essayer dans les quelques prochaines minutes de partager avec vous des messages clés autour de la prévention cardiovasculaire primaire. Et le socle de cette prévention, c'est ce fameux score de risque cardiovasculaire que vous connaissez, qui est le score 2 ou le score 2-OP. Et donc, en fait, ce score, il repose sur une intégration de paramètres cliniques très simples qui sont disponibles pour le plus grand nombre, que ce soit l'âge, le genre, l'exposition au tabac, mais aussi le niveau de votre pression artérielle systolique et le fameux cholestérol non HDL, qui est une petite particularité. Et sur la base de ces différents facteurs que vous allez intégrer, à l'image de ce qu'on faisait avant avec d'autres scores, vous allez obtenir une valeur. Et cette valeur, c'est votre risque de faire un événement à 10 ans, un risque de mortalité, de morbidité cardiovasculaire, et qui est finalement quelque chose qui va pouvoir vous servir non seulement à adapter votre pratique, mais aussi à motiver les patients que vous allez prendre en charge. Donc, en prévention primaire, les choses sont relativement simples, puisque... pourquoi on calcule des scores? Pour savoir si les patients sont redevables d'un traitement ou d'une prise en charge particulière. Et ce score, en fait, il s'applique donc à ce qu'on appelle la vraie prévention primaire. Donc, on ne parle pas des patients diabétiques, on ne parle pas des gens qui ont fait un événement, on ne parle pas des gens qui ont une maladie lipidique de type hypercholestérolémie familiale. Et ce qui déclenche finalement la prise en charge pharmacologique, c'est lorsque vous identifiez à travers ce score les patients qu'on définit comme étant à haut risque cardiovasculaire sur la base d'une valeur que je vous ai soulignée ici. Et la particularité, c'est qu'au-delà de cette valeur, cette notion de haut risque, elle est liée à l'âge. Et on comprend aisément que le risque de faire un événement ou la probabilité de faire un événement, en fait, elle s'accroît au gré de l'âge. Et donc, pour classer quelqu'un à haut risque cardiovasculaire, il faudra tenir compte de la catégorie du patient selon qu'il a moins de 50 ans, entre 50 et 69, et plus de 70 ans. Et au gré de l'âge, vous adapterez aussi votre score, puisque le score 2 se transformera en score 2 OP pour les patients les plus âgés. Alors, cette approche, une fois que vous avez évalué votre risque cardiovasculaire en prévention primaire, que vous avez défini la catégorie du patient en fonction de l'âge et que vous avez utilisé le score adapté, cette approche, en fait, elle va se faire pas à pas. Donc, premièrement, établissement du score. Et dans un deuxième temps, vous allez, sur la base de ce score, de l'intégration du groupe de patients, affiner l'appréciation du risque cardiovasculaire parce qu'on appelle les modificateurs de risque. Autrement dit, lorsque votre patient est à haut risque cardiovasculaire, les choses sont simples. Vous avez identifié le patient qu'il faut traiter, probablement traiter d'emblée et amener à l'objectif. Lorsque votre patient est à risque faible ou modéré, eh bien, vous savez qu'il y a, dans votre expérience clinique probablement, mais aussi sur la base de données épidémiologiques ou observationnelles, des facteurs qui vont majorer le risque cardiovasculaire de nos patients. Par exemple, la présence d'un syndrome d'apnée du sommeil, l'existence d'une maladie chronique inflammatoire, ça fait partie des choses que l'on connaît comme étant des facteurs d'aggravation du risque cardiovasculaire et c'est ce qu'on appelle les modificateurs de risque. La présence de ces modificateurs de risque va majorer le risque cardiovasculaire à la hausse et remettre peut-être le patient dans une filière où vous allez être amené à le traiter. Donc, il y a ici, je ne vous ai pas fait une liste à la Prévert, mais un certain nombre de facteurs d'appréciation que vous pouvez rencontrer en pratique clinique quotidienne et qui peuvent vous amener à réévaluer le score à la hausse, les antécédents de migraine, la notion de prééclampsie, l'existence d'une dysfonction érectile, les antécédents de cancer, de maladies neurologiques, mais aussi le stress. Et souvent, pour nous cardiologues, une façon d'intégrer le score que vous avez calculé à ces modificateurs de risque, c'est
d'utiliser l'imagerie. Ça fait partie des stratégies simples qui vous permettent non seulement d'avoir une approche holistique, mais aussi d'engager le patient. Sur ce patient-là, le score calcique, par exemple, coronarien, vous aidera à apprécier le risque et à le motiver pour être traité. Ici, l'évaluation de l'épaisseur intima média ou de la rigidité artérielle pourra vous aider, ou la présence d'une plaque pourra vous aider à réapprécier le score. Alors, dans cette grande famille des facteurs de risque qui sont responsables de la prévention primaire qu'il faudra gérer, il y a aussi eu des nouveautés, puisque cette année, il y a quelques semaines, à la Société européenne de cardiologie, on a reparlé d'hypertension artérielle et des nouvelles recommandations. On ne parle plus d'hypertension artérielle, mais de pression artérielle augmentée. Et pourquoi ce changement de nosologie? C'est représenté ici. Parce qu'en fait, on sait que la pression artérielle optimale, c'est moins de 12,7 ou 120-70. Et que la zone grise, entre 120 et 140 pour la systolique et 70 et 90 pour la diastolique, c'est une zone qui aujourd'hui n'est pas identifiée comme une zone de traitement ou d'intérêt, mais qui est une zone importante parce que le risque cardiovasculaire augmente, même si on n'atteint pas le fameux couperet des 140-90 de consultation ou des 135-85 en mesure hors du cabinet. Donc, cette première plaque est pour vous rappeler que, en fait, si votre patient, par exemple, a un risque cardiovasculaire élevé, sur la base de ce que je viens de vous dire, et qu'il est dans cette zone grise, il sera redevable d'un traitement et on essaiera de réduire sa pression artérielle d'autant. Donc cette nouvelle nosologie qui intègre un nouveau concept, pression artérielle augmentée et une nouvelle entité de patient est fondamentale dans l'appréciation du risque cardiovasculaire. Alors ce risque cardiovasculaire, lorsqu'on s'intéresse au volet hypertension, on va le contraindre, on va le contenir en agissant sur ce qu'on appelle les règles d'hygiène de vie. Peut-être un élément sur l'importance d'augmenter les apports en potassium. Le reste, vous savez, le sel, le poids, le tabac ou la réduction de l'apport en alcool. Deuxièmement, une stratégie de prise en charge pas à pas qui repose sur un socle classique. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous connaissez cela. Une trithérapie qui s'appuiera sur un bloqueur du SRA, un inhibiteur calcique et un diurétique thiazidique. Et puis un objectif tensionnel qui a été revu à la baisse. Donc le diagnostic de l'hypertension artérielle n'a pas changé, 140-90, 135-85 hors du cabinet, mais l'objectif tensionnel a été revu à la baisse. On essaiera d'amener tous ces patients à moins de 130-80. Et pour terminer, je fais le combo prévention primaire et donc je vous parle aussi d'obésité. Peut-être un mot sur quand même l'étude SELECT qui a eu un impact énorme dans le domaine de la prévention. Alors on triche un peu, parce que ce n'est pas vraiment de la prévention primaire, puisque ce sont des obèses qui ont une maladie cardiovasculaire établie. Donc, pour des raisons, on va dire, pédagogiques, on l'a mis dans le chapitre prévention primaire, mais c'est de la prévention plus complexe, puisque ce sont des sujets qui ont une surcharge pondérale, indice de masse corporelle supérieur à 27, qui ont une maladie cardiovasculaire établie, avec donc une exclusion des patients diabétiques et chez lesquels on a évalué sémaglutide contre placebo sur un critère combiné de morbimortalité cardiovasculaire. Et vous le savez, ça a été probablement la première étude qui montre, après le liraglutide et l'étude LEADER, qu'en prévention cardiovasculaire, les analogues du GLP-1 ont une place pour réduire la morbimortalité cardiovasculaire. Donc, en conclusion, mes messages clés, c'était d'insister sur le caractère risqué de la dyslipidémie, de l'hypertension artérielle comme, on va dire, cible de prise en charge en prévention primaire cardiovasculaire, que les interventions sur le LDL cholestérol, sur la pression artérielle, mais aussi sur le poids, même si l'obésité ne se simplifie pas, une augmentation de poids diminue le risque d'événements cardiovasculaires, et que finalement la stratégie, c'est une stratégie pas à pas, peut-être dans les éléments nouveaux, l'importance des règles d'hygiène de vie avec des choses très concrètes, je pense pour l'hypertension artérielle avec le potassium, et puis dans toutes ces recommandations, l'importance de la préférence patient. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dispose d'énormément de stratégies, eh bien, on a le devoir aussi de discuter avec nos patients, de voir ce qui est le plus adapté pour eux, avec peut-être pour vous, cardiologues cliniciens, l'importance de ne pas passer à côté des patients à haut risque ou à très haut risque cardiovasculaire et de bien faire le job pour les patients à risque faible en les reclassifiant. Merci à tous beaucoup pour ce premier topo sur la prévention primaire. On va peut-être passer immédiatement au deuxième topo et on fera les questions interactives à la fin, si ça vous convient. Tu veux venir? On va dire là. Allez. Alors moi, je trouve que la prévention secondaire, c'est plus facile. Parce qu'on sait d'emblée que le malade est à très haut risque. Donc, toute cette histoire de faire des scores, de trouver le modulateur, les catégories, etc., c'est très simplifié. Et on est sur quelque chose de zen pour le coup, puisque on dit
on connaît le risque et on connaît aussi l'objectif, notamment pour ce qui est du LDL. Alors, il y a quand même de l'évolution et qui est intéressante à discuter. Et vous avez sur cette image à gauche l'organigramme, enfin le step by step. C'est-à-dire, on va doucement. En prévention, c'est une règle. On commence doucement et on adapte. On ne va pas à fond tout de suite. Et ça a été établi il y a de nombreuses années, tenant compte de coûts de traitement élevés, tenant compte de considérations qu'on n'avait pas sur le LDL, en imaginant qu'un lifestyle pouvait avoir un effet énorme, et puis avec des objectifs thérapeutiques qui étaient beaucoup moins difficiles que maintenant. Et cet organigramme qui veut qu'on commence par une statine, et puis après, si ça ne suffit pas, on revoit le malade au bout de 6 semaines, on ajoute les étimibes, si ça ne suffit pas, on ajoute encore un inhibiteur PCSK9. Effectivement, on peut faire comme ça, mais le SC et même les cardiologues, dont beaucoup de Français, ont quand même plaidé pour aller un peu plus vite, parce qu'on a énormément de science en dessous pour aller vite. Et en particulier dans le syndrome coronarien aigu, où il a été montré qu'il fallait aller d'emblée sur des statines de forte intensité. Il est prouvé que forte intensité marche mieux qu'intensité moyenne. Et il est prouvé que les étimibes qui étaient testés dans le cadre d'un syndrome coronarien aigu fait mieux que la statine forte intensité seule. Et il était prouvé que PCSK9 dans Odyssée, aussi avec un syndrome coronarien aigu, arrive encore à de meilleurs résultats. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut aller quand même relativement vite. Et le SC a bougé dans ses stratégies, puisque du step by step, ils sont arrivés jusqu'à l'opposé, qui est le strike early et strike strong. Ça veut dire il faut donner tout à fond tout de suite. Et donc, on a quand même fait un grand chemin. Et entre ces deux se trouvent les recommandations. Et là, je vous montre une photo qui est issue des recommandations du syndrome coronarien aigu de 2023, où on dit, si votre malade arrive avec un infarctus et qu'il a déjà un traitement hypolipémiant, il faut obligatoirement qu'il ait statine forte intensité plus ézetimibe. Et puis, s'il n'a pas de traitement hypolipémiant, c'est quand même beaucoup mieux qu'il ait statine forte intensité plus ézetimibe. Donc, on va simplifier le discours. Un syndrome coronarien aigu, ça se traite dès l'admission par statine ézetimibe et c'est réglé. Vous faites pareil pour les antiplaquettaires. Ne cherchez pas les complications et vous serez beaucoup plus efficace. Alors l'efficacité, on l'a en la vraie vie aussi. On dit souvent les études observationnelles, c'est rien, quoi, c'est pas de la preuve. Ok, mais ça montre quand même dans la vraie vie ce qui se passe. Alors Suidart, c'est un modèle pour nous parce que c'est un registre suédois exhaustif et ils nous ont montré à l'ESC cette année en hotline sur 46 000 patients traités pour un syndrome coronarien aigu qu'ils arrivaient à faire une distinction en fonction des gens chez qui qu'on arrive à mettre à l'objectif tout de suite ou plus tard. Alors là, sur cette figure, regardez le panneau de gauche, vous avez 4 points. Le point en violet, c'est des malades qui ne seront jamais à l'objectif. Ils sortent, certes, on leur a donné quelque chose, leur LDL baisse, mais pas beaucoup, et il n'y aura pas d'optimisation pendant le suivi. C'est le groupe qui évolue le moins bien, on va le prendre comme référence. Donc il a ce carré violet, il n'a jamais été à l'objectif. Vous avez un groupe de patients en bleu qui va baisser un peu, mais qui ne sera pas à l'objectif à la première visite. Et les efforts qu'on va faire leur ramènent à l'objectif au bout d'1 an. Et vous voyez que dans son évolution, c'est le groupe late sur la figure de droite, on aura gagné 10% d'événements et on aura gagné les mêmes 10% si le malade est immédiatement à l'objectif, mais qu'il lâche le traitement et qu'au bout d'1 an, il n'y est plus. Et en fait, le meilleur groupe, c'est le groupe qui est immédiatement à l'objectif et qui va y rester. Et donc la stratégie maintenant, c'est tout de suite et on continue et on surveille pour que le patient reste avec son LDL bas. Et comment on fait pour avoir un LDL à l'objectif à 2 mois? Eh bien, c'est le résultat de la prescription à la sortie. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'optimisation entre statine forte intensité et ézetimibe. C'est un bloc qu'on donne d'emblée. Et après l'optimisation, ce sera soit il ne tolère pas, soit il reste trop élevé et on aura l'inhibiteur de PCSK9. Donc, vous comprenez que l'optimisation, elle existe, mais déjà la première partie classique, elle est intégrée dès l'admission pratiquement et avant la sortie. Alors, l'intolérance, voilà, on en parle parce que
4 à 6 semaines après avoir introduit ou modifié un traitement hypolipémiant, il est de règle de vérifier ce qui se passe. Ce qui se passe, ça peut être soit votre malade n'a plus envie de les prendre, c'est une question de discussion, préférence du patient, soit le malade ne les tolère pas, c'est à vous de jouer, soit le malade les tolère, les prend, mais n'est pas l'objectif, et c'est aussi à vous de jouer. Alors pour l'intolérance, c'est un truc que vous connaissez bien, on a l'impression que c'est hyper fréquent. En fait, une méta-analyse nous dit non, c'est 10%. Mais c'est 10% pas dans n'importe quelle circonstance. Si vous êtes objectif, vous regardez sur une étude randomisée, c'est moins de 5. Si vous êtes dans la vraie vie où le malade sait qu'il prend une statine, eh bien, voilà, il y aura cet effet nocebo, c'est-à-dire le fait de lire la notice, ça vous fait croire que forcément ça va vous donner ces douleurs, et ces douleurs que vous avez pour une autre raison, vous les imputez aux statines, vous arrêtez les statines. Alors, il se trouve que le nocebo, c'est beaucoup, néanmoins, vous pouvez pas, ça sert à rien de dire c'est dans votre tête. De toute façon, le malade, lui, il considère qu'il a mal, il faudra faire autrement. Faire autrement, c'est très simple. Des challenges, re-challenge. Alors, des challenges, ça veut dire on arrête tout pendant au moins une semaine, 15 jours. Normalement, au bout de 3-4 jours, les symptômes disparaissent. Vous vérifiez les CK aussi. Les CK, ce n'est pas obligatoire pour le diagnostic. C'est intéressant quand même de savoir si les CK sont très élevés ou élevés. Ce n'est pas tout à fait la même intolérance. Et puis, vous re-challengez. Une fois que le malade est tranquille, on rediscute avec lui, on lui dit que c'est important. Et là, vous étiez une statine forte intensité, moi je vous conseille d'aller à très faible, parce que si vous avez des atermoiements et qu'il a de nouveau des symptômes, même modérés, vous allez finir par épuiser tout le monde. Donc vous allez directement très bas, une fluvastatine qu'on ne donnait plus, elle est très bien pour cette indication-là. Et puis après, vous vérifiez votre LDL. Si vous n'êtes pas à votre objectif, ce qui est très probable compte tenu de la désescalade thérapeutique, vous rajoutez les étimibes si vous ne l'aviez pas, et puis sinon, vous avez d'autres choses. Le renfort des mesures hygiéno-diététiques, ça va pas aller bien loin, néanmoins, il faut le faire. Les étimibes, je l'ai dit, l'acide bempedoïque, pas disponible en France, j'espère qu'il le sera l'année prochaine. Ça, ce sera la solution. Et les inhibiteurs PCSK9, c'est la solution actuellement en P2. Alors, on va tout remettre d'un bloc. Les modalités des délais, d'emblée statine et ézetimibe, admission, et en tout cas avant la sortie. Et puis la première visite de suivi, 4 à 6 semaines, comment ça va? Vous tolérez? Oui. On en est où du LDL? Est-ce qu'il est à l'objectif? Tant mieux. Est-ce qu'il n'est pas à l'objectif et moins de 70? C'est comme ça, on ne peut pas faire mieux, parce que vous ne pouvez pas mettre un inhibiteur de PCSK9 pour quelqu'un qui a moins de 70 mg par décilitre, votre DAP ne sera pas accepté. Mais s'il est à plus de 70, il ne faut pas hésiter, parce que vous allez le ramener à 35, et là, ce sera parfait. Et une fois qu'il est à 35, eh bien, vous ne surveillez le LDL que pour voir s'il prend ses traitements, parce que le LDL n'a pas de raison de se modifier sous traitement. Donc, à la limite, ça ne sert pratiquement à rien. Mais bon, il est quand même intéressant de savoir, de remotiver le patient. Alors, on avait publié un petit consensus français pour dire ce qui était possible en France. Et on avait là intégré un petit peu tous ces éléments en disant, voilà, il faut aller immédiatement sur l'association qui est très efficace et pas chère. Je vous rappelle que statine forte intensité ézetimibe, c'est 2/3 de LDL en moins, c'est colossal comme effet. Si vous rajoutez l'inhibiteur PCSK9, c'est 85% de baisse du LDL. Ça veut dire qu'en France, aucun patient en P2 ne devrait être à plus de 0,7. Et donc, la prévention, elle est super efficace avec ce qu'on a déjà d'emblée. Une fois qu'on aura de l'acide bempedoïque, si jamais on l'a, effectivement, ce sera une solution pour les patients intolérants, qui sera quand même beaucoup moins cher que de donner l'inhibiteur PCSK9 qu'on fait actuellement. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, professeur Schill. On a eu donc des notions extrêmement concrètes et pratiques en prévention secondaire, en prévention primaire, sur la pression artérielle, sur les lipides. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce qui a été évoqué? Alors, beaucoup de questions. Allons-y. Bonjour. En prévention secondaire chez les personnes très âgées après 80 ans, est-ce qu'au bout d'un an, on se dit que peut-être que si on a l'objectif avec la TORV à 80, on baisse à 40 avec les étimibes Non, là, on a quand même beaucoup de science là-dedans pour dire que l'âge ne joue rien. Au contraire, il augmente le risque, donc il augmente le bénéfice en valeur absolue. Que si le traitement est bien toléré, ça ne leur fera pas de problème particulier, ni musculaire, ni cérébraux, ni rien de tout ça. Et puis que ça va les protéger d'un événement secondaire qui pourrait être fatal ou très
très débilitant. Je veux dire, s'il faut un AVC en plus, c'est catastrophique. Et donc là, on a quand même beaucoup de données pour dire qu'il faut continuer les médicaments et faire comme vous feriez pour un anticoagulant ou un antiplaquettaire quand il y a indication, quoi. C'est-à-dire, vous les continuez. Alors, je crois qu'il y avait une question au fond de la salle aussi, et puis après, madame devant. On a parlé des crampes. Moi, j'ai une question par rapport à la cytolyse hépatique. Quelle est votre stratégie par rapport aux statines en prévention secondaire? Alors, la cytolyse hépatique, j'ai appris récemment que les Américains ne demandent plus le dosage des enzymes hépatiques en disant, bon, c'est très peu fréquent et finalement, on s'en fiche. Alors, on s'en fiche pas vraiment, mais il faut vraiment que ce soit très, très élevé pour qu'on les considère. Et c'est vrai qu'actuellement, enfin, à un moment où on n'avait pas trop d'alternatives, c'est un vrai problème. Je pense que on va l'englober dans les intolérances des statines, parce que ce n'est pas que des muscles. Et à ce moment-là, s'il y a une cytolyse hépatique et qu'on a un médicament alternatif, ben, ça vaudrait la peine de le prendre. Alors, je fais référence à ce fameux acide bempedoïque qui est toujours en discussion, qui est en fait une statine, mais qui n'est pas métabolisée par le muscle. Enfin, c'est l'équivalent d'une statine, une prodrogue, mais qui n'a pas son métabolisme, qui l'active dans le muscle, moyennant quoi il n'y a pas d'effet musculaire. Alors, pour autant, il peut quand même y avoir des effets hépatique, mais ce n'est pas spécialement décrit dans l'étude Clear Outcome. Donc voilà, je veux dire, on a quand même des manières de s'en sortir sans statine. Mais déjà actuellement, bon, si vous considérez qu'il y a une intolérance, la DAP française accepte l'intolérance sans vous demander vraiment si vous avez fait toutes les étapes, si vous avez bien... Enfin, normalement, on aurait dû tester de statine, parce que ça, c'est dans la fiche. Mais dans le formulaire que vous remplissez, vous dites simplement qu'il y a une intolérance. Alors, elle n'est pas musculaire, mais elle existe quand même. Et après, je crois que vous pouvez appliquer les règles de l'algorithme, c'est-à-dire arrêter, voir si la cytolyse hépatique se normalise ou pas, rechallenger. Et puis, il y a le deuxième point, c'est qu'en fait, il y a énormément de médicaments autres que les statines, par contre, qui donnent des cytolyses hépatiques. Et troisièmement, il y a le terrain, c'est-à-dire qu'en fait, le NASH syndrome, l'insulino-résistance, il n'y a pas tout ça. Et après, il y a les associations délétères, puisque selon si vous coprescrivez des inhibiteurs enzymatiques ou des inducteurs, vous avez des médicaments qui peuvent booster l'activité hépatique, par exemple, alors c'est pas forcément des médicaments qu'on prescrit nous cardiologues, mais les antiépileptiques, la rifampicine, ça peut entraîner une augmentation des gamma-GT de la cytolyse. Et puis, la coprescription de certains médicaments augmente aussi le risque, par exemple les fibrates avec les statines, les corticoïdes avec les statines, certains diurétiques avec les statines, les macrolides avec les statines. Donc en fait, il y a une petite enquête à faire. Mais je trouve que l'algorithme que présentait François sur les intolérances musculaires, dans les faits, on pourrait l'appliquer pour la cytolyse hépatique, arrêter, rechallenger, éliminer les causes médicamenteuses, éliminer les interactions médicamenteuses, éliminer la maladie sous-jacente. Parfait, je crois qu'on avait une question juste devant, et puis après, ce sera... On va commencer devant. Bonjour. En fait, c'est pour un cas pratique que j'ai eu. C'est un sujet de 35 ans, tabagique hypertendu, qui est venu pour syndrome coronarien aigu, mais avec un LDL cholestérol à 0,35. Donc, dans ce cas-là, à quelle dose vous allez mettre une statine et c'est quoi la limite, en fait, jusqu'à où on peut aller? Alors, le fait d'avoir un LDL bas, en principe, est protecteur, mais c'est vrai que s'il a d'autres éléments de risque, ça ne suffira pas parce que bon, voilà, le risque n'est pas fait que du LDL cholestérol. Et le problème de ces gens-là, de ces gens qui sont en prévention primaire ou secondaire, qui n'ont pas un LDL très élevé, ben, finalement, ça les prive aussi d'un moyen d'abaisser leur risque. Parce que, et c'est exactement le cas que vous décrivez, vous êtes là devant un très haut risque, il a un LDL qui est bas, je vais lui donner une statine forte intensité, je vais baisser de 10 mg ou 15 mg son LDL. C'est ça. 15 mg, je ne vais pas baisser beaucoup son risque. Néanmoins, moi je le fais quand même, mais bon, on est dans des situations un peu inhabituelles. Après, il a peut-être une LP, enfin, il a peut-être d'autres éléments lipidiques qui ont joué. Ben, voilà, je veux dire, il faut creuser un petit peu, ce n'est pas un cas habituel. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, les moyens simples comme la statine et les étimibes de baisser de 2/3 le LDL auront une efficacité relativement limitée. Alors voilà pour le cas que vous signalez. Maintenant, je peux étendre cette discussion, par exemple, à la prévention primaire, où on dit, ben voilà, il est à très haut risque,
et il a un LDL à 1 gramme, donc je vais m'arranger pour qu'il soit juste, je vais peut-être baisser un tout petit peu. Eh bien non, parce que justement, parce qu'il a un LDL pas très élevé, il faut mettre tout ce qu'on peut, c'est-à-dire statine et ézetimibe, pour en enlever le plus possible, pour enlever du risque. Parce que quand vous donnez une statine, c'est pour enlever du risque. C'est pas pour, enfin, bien sûr, c'est à travers la baisse du LDL, mais en fait, l'objectif, c'est de baisser du risque. Si votre malade est hypertendu, que vous n'arrivez pas à le contrôler, il a un risque élevé, baissez-lui son risque, en tout cas le risque d'athérosclérose, en baissant le LDL, ça marchera aussi. Et donc, le LDL, c'est à la fois un facteur de risque, mais c'est aussi une baguette magique thérapeutique, parce qu'on a, pour des coûts de traitement extrêmement faibles, des possibilités de réduire le risque. Je vous donne juste un exemple et je vous laisse la parole. C'est si vous avez un malade qui a 1,5 g par litre de LDL, prévention primaire, et que vous n'arrivez pas à réduire ce risque par les moyens habituels, ben, si vous lui donnez statine et ézetimibe, vous baissez de 1 g son LDL, de 2 tiers. Ça veut dire que vous baissez de 50% son risque, puisque la règle, c'est pour chaque fois qu'on baisse de 0,4, le risque baisse de 20%. Donc on a baissé de 2 fois et demi 0,4, et donc de 1 g, on a baissé de 50% son risque. Ça veut dire que c'est un outil extrêmement efficace pour la baisse du risque. Et par rapport aux autres traitements, je veux dire, c'est simplexe, ça ne coûte pas grand-chose. On estime le coût aux alentours de 10 à 15 € par mois de statine et ézetimibe, donc c'est franchement pas ruineux. Et l'efficacité est fantastique. Donc, Moi, je crois que c'est un point très important, c'est le décloisonnement de la prise en charge. C'est-à-dire, en fait, il faut vraiment aujourd'hui ne plus réfléchir en silo, mais tout ce qui fait du bien par le biais du LDL en hypertendu, ben, c'est bon à prendre et vice-versa. Et puis ensuite, il y a un deuxième élément très important, c'est il y a la valeur absolue et il y a la charge, puisqu'ensuite, il y a l'intégration de l'exposition par rapport au temps. Et là, c'est le deuxième levier de la prise en charge, c'est que non seulement vous allez réduire le risque de facto, comme le calcule François, sur la base de la baisse, mais vous allez aussi réduire la durée d'exposition à une charge lipidique ou une charge hypertensive élevée, qui fait le lit aussi des complications. Donc en fait, ça peut être quelqu'un qui a été peut-être très élevé pendant quelques temps, puis qui a baissé. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas trop élevé, mais qui l'est pendant très longtemps. L'air sous la courbe, si vous voulez, qui est une sorte d'illustration de l'exposition à un facteur de risque et la durée de l'exposition, a un poids équivalent à ce que vous imaginez quand vous essayez juste d'écréter une valeur élevée. Donc, je crois qu'il y a deux choses. Il y a le décloisonnement, on a parlé du poids, on a parlé du LDL, on a parlé de l'hypertension. C'est le même patient. En fait, si vous avez du mal à baisser sa pression artérielle, en baissant le LDL, vous allez gagner quelque chose de peut-être... Pas de limite inférieure bien déterminée. C'est un dernier élément qu'on n'a pas évoqué, mais effectivement, dans les essais sur les anti-PCSK9, on s'est retrouvé avec des patients indosables en LDL, et il n'y a pas eu indosable. Donc, et il n'y a pas eu de signal délétère sur ces patients qui avaient un LDL indosable, parce que très très bas. Je ne vous sens pas convaincu, alors je dirais juste un mot. Le LDL, c'est l'évolution d'une IDL et l'évolution d'une VLDL, c'est-à-dire c'est la même particule vieillie. En fait, c'est un déchet. Ce déchet ne s'élimine pas par les urines ou par quoi que ce soit, que par recaptation par le foie. Ce que vous faites avec une statine et avec les ézetimibe, vous épurez votre sang d'un déchet et c'est bio et c'est écolo parce que vous construisez moins, votre foie fabrique moins de LDL, de cholestérol, pardon. Il fabrique moins de cholestérol avec la statine et il va recycler. Donc, il va pomper le LDL pour récupérer le cholestérol qu'il contient. Et donc, ce cycle est complètement vertueux et ça explique que même si vous êtes très bas en LDL, c'est une particule, certes, qui permet encore de distribuer du cholestérol, mais on n'en a plus besoin puisque c'est fait par les autres particules en amont. Donc, il n'y a pas d'inquiétude sur avoir un LDL bas. Et c'est aussi un problème qu'on a dans les traitements d'inhibiteurs PCSK9, où on voit des LDL complètement bas. Alors là, on rajoute le deuxième élément qui est Friedewald devient archi faux en dessous de 0,5 et vous sous-estimez ça. À 0,5, il vous annonce 0,20. À 0,20, il vous annonce 0,0. Donc quand vous avez initié un PCSK9, vous êtes forcément au-delà de 0,7. Vous ne descendrez pas en dessous de 0,35. Donc vous êtes tranquille. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas la peine de mesurer. Vous mesurez juste pour voir s'il prend son traitement. Mais ne prenez pas de décision sur des LDL bas qui ne sont probablement pas réalité. On va peut-être lever la session pour permettre à tout le monde de prendre 10 minutes de pause. Merci beaucoup d'avoir participé à ce JT et passez un excellent congrès.